C'est dommage, dit une infirmière d'une voix basse dans le silence stérile du couloir de l'hôpital. Elle possède la moitié de la ville, mais il n'y a pas une seule âme sur sa liste de visiteurs. Pas de famille, pas d'amis. L'autre infirmière soupire en secouant de la tête. Tout l'argent du monde ne peut pas acheter un rein. Sans donneur, elle ne passera pas le cap du mois. Les mots flottent dans le couloir et atteignent Elias Graham, affalé sur une chaise en plastique rigide, juste hors de vue. Son cœur battait à toute rompre dans sa poitrine, mais pas à cause de l'inconnu dans la suite privée. Tout son univers se trouvait dans une chambre au bout du couloir, un petit monde de 7 ans qui s'était réveillé 1 heure plus tôt, à bout de souffle et terrifié. Mia. Il entendait encore son horrible respiration sifflante, voyait la panique dans ses grands yeux bleus, alors qu'elle luttait pour chaque bouffée d'air. Il l'avait prise dans ses bras, le souffle coupé, et avait conduit plus vite qu'il ne l'avait jamais fait de sa vie, les lumières de la ville se transformant en traînées floues dans sa peur. Elle était maintenant dans une salle d'examen, branchée à un nébuliseur, et il était resté là à attendre, prisonnier du silence glacial entre ses respirations haletantes et le verdict du médecin. Les paroles de l'infirmière au sujet de la femme seule mourante ne l'avaient guère touché au début, n'étant qu'un bruit de fond dans la symphonie de sa propre anxiété. Mais elle s'était ensuite installée au plus profond de lui, comme l'écho glaçant d'une solitude qu'il ne connaissait que trop bien. Il se souvenait des derniers mois passés avec sa femme Chloé, des séjours interminables à l'hôpital, des conversations à voix basse entre médecins, de la façon dont ses amis avaient peu à peu cessé de lui rendre visite, ne sachant pas quoi lui dire. À la fin, il n'y avait plus qu'eux deux, se tenant la main dans une chambre qui sentait l'antiseptique et l'espoir qui s'évanouissait. L'idée que quelqu'un puisse affronter la même fin, mais dans une solitude totale et absolue, le fit frissonner. Il chassa cette pensée et se concentra sur le bip rythmique d'une machine quelque part au bout du couloir. Il était concierge. Il venait de commencer un nouvel emploi consistant à nettoyer le siège social étincelant et sans âme de Kincaid Innovations, un empire technologique mondial. C'était un travail de nuit, ce qui lui permettait d'être à la maison pendant la journée pour s'occuper de Mia. Le salaire était correct, suffisant pour garder leur petit appartement, acheter le matériel artistique de Mia et, surtout, payer les médicaments coûteux pour son asthme chronique. Sa vie était une forteresse soigneusement construite pour protéger sa fille. Il n'y avait pas de place pour autre chose, pas de place pour des étrangers. Un médecin est apparu, le visage marqué par un calme professionnel. Monsieur Grandelias s'est levé d'un bond, les poings serrés. « Elle va bien? Son taux d'oxygène se stabilise », a répondu le médecin en lui adressant un petit sourire rassurant. « La crise a été grave, mais le traitement fonctionne. Nous aimerions la garder en observation cette nuit, par mesure de sécurité. » Elias fut envahi par un tel soulagement qu'il sentit ses genoux fléchir. Il s'appuya contre le mur et acquiesça. « Oui, bien sûr. Tout ce dont elle a besoin. Vous pourrez la voir dans quelques minutes. Nous sommes en train de l'installer dans une chambre. » Alors que le médecin s'éloignait, Elias expira, réalisant qu'il avait retenu son souffle pendant 1 heure. Il s'effondra dans le fauteuil, le corps tremblant. Il était tellement concentré sur Mia qu'il ne remarqua pas les 2 infirmières qui passaient devant lui. Elle poussait un brancard vide et parlait un peu plus fort. La douce 7B. On dit qu'elle a bâti cette entreprise à partir de rien après la mort de ses parents. Un génie, mais un fantôme. Personne ne la voit jamais. À moins d'un miracle, personne ne la verra plus jamais. Cette fois-ci, ces mots le touchèrent différemment, non pas comme un écho, mais comme un coup direct. Il regarda le long couloir poli en direction de l'aile privée, la douce 7B. Il imagina une vaste pièce vide, une seule silhouette allongée dans un lit, entourée de machines qui ne faisaient que mesurer la lente marche vers l'inévitable. Aucune main à tenir, personne pour murmurer des mots réconfortants. Cette image était insupportable. Il pensa à Mia, à la façon dont il serait prêt à tout pour elle. Et si elle n'avait personne? Il ne savait pas pourquoi il faisait cela. C'était une impulsion, une force venue du plus profond de lui-même qu'il ne pouvait ni expliquer ni ignorer. Il se leva et se dirigea vers le poste des infirmières, ses pas résonnant dans le couloir silencieux. Une femme aux yeux bienveillants leva les yeux de son écran d'ordinateur. « Puis-je vous aider? » Elias s'éclaircit la gorge, sa voix lui semblait rouillée. « J'ai entendu quelque chose. » La patiente de la chambre 7B
celle qui a besoin d'un rein. L'expression de l'infirmière s'adoucit avec compassion. Oui, c'est une situation très triste. Vous avez dit qu'elle n'avait pas de donneur. Ce n'était pas une question. Aucune famille à notre connaissance. Son groupe sanguin est rare. Trouver un donneur compatible dans le registre national à temps, c'est peu probable. Elias était du groupe O négatif, le donneur universel. Chloé plaisantait souvent en disant que c'était parce qu'il était prêt à donner sa chemise à n'importe qui. Il prit une inspiration. Les mots se formèrent avant qu'il n'ait eu le temps de les repenser. Et si quelqu'un... Et si je voulais voir si je suis compatible? L'infirmière cligna des yeux, surprise. Vous, monsieur? Vous connaissez la patiente? Non, je ne l'ai jamais rencontrée. Il vit la confusion dans ses yeux et s'empressa d'expliquer, même s'il n'était pas sûr de comprendre lui-même. C'est juste que personne ne devrait avoir à traverser ça seul. Son attitude professionnelle s'évanouit, remplacée par un regard d'une chaleur sincère. C'est une pensée incroyablement généreuse, Monsieur Grand. Elias Grand. Eh bien, Monsieur Grand, laissez-moi vous donner quelques informations. Le processus de don vivant anonyme est assez complet. Il y a des tests, des évaluations. Je veux le faire, dit-il, surpris par la certitude dans sa propre voix. Je veux passer les tests. Il passe à l'heure suivante à remplir des formulaires et à donner des échantillons de sang. Son esprit était en ébullition. C'était fou. Il avait une fille à qui penser. Il avait un nouvel emploi. Il ne pouvait pas se permettre d'être indisponible pour une opération chirurgicale majeure. Mais chaque fois qu'il pensait à se désister, l'image de cette chambre vide, de cette silhouette solitaire, lui revenait à l'esprit. Plus tard, assis au chevet de Mia, il la regardait dormir, sa respiration enfin régulière et paisible. Elle serrait dans ses bras un petit ours en peluche. Son carnet de croquis était posé sur la table de chevet, ouvert sur un dessin représentant un champ de marguerite sous un soleil souriant. Il le prit et suivit les traits de crayon du doigt. Chloé adorait les marguerites. Après sa disparition, Mia avait commencé à les dessiner partout. C'était sa façon de garder sa mère près d'elle. Sur son poignet, caché sous sa montre, se trouvait un tatouage effacé représentant une seule marguerite. Lui et Chloé l'avaient fait ensemble sur un coup de tête, des années auparavant. Il regarda le dessin, puis sa fille endormie. Il faisait cela pour une inconnue, mais d'une certaine manière, il avait l'impression de le faire aussi pour elle. C'était un combat contre le même hasard cruel qui lui avait enlevé sa femme, une résistance provocante contre la solitude qui hantait les coins tranquilles du monde. Il ne connaissait pas le nom de la femme de la chambre 7B et il ne voulait pas le savoir. C'était juste une personne qui avait besoin d'aide, et lui était quelqu'un qui pouvait la lui apporter. C'était aussi simple et aussi compliqué que cela. L'appel arriva 2 jours plus tard. Elias était dans la petite cuisine de leur appartement, en train de couper soigneusement les croûtes d'un sandwich pour le déjeuner de Mia, lorsque son téléphone vibra sur le comptoir. C'était un numéro inconnu, mais il avait le sentiment désagréable de savoir qui c'était. Il s'essuya les mains sur une serviette et répondit. « Monsieur Grant, ici Ellen, du Bureau de coordination des transplantations de l'hôpital. » Sa voix était calme et professionnelle. « Nous avons les résultats de vos tests préliminaires. » Les jointures d'Elias blanchirent tandis qu'il agrippait le comptoir. Il jeta un coup d'œil à Mia, assise à table, qui fredonnait en coloriant son cahier de croquis de Margaret. Il y eut un léger silence. « Vous êtes compatible, Monsieur Grant. »« Parfaitement compatible, en fait. C'est assez rare. » Ces mots semblèrent aspirer tout l'air de la pièce. « Parfaitement compatible. » Ce n'était plus un acte de gentillesse hypothétique. C'était réel. C'était un choix qui se trouvait juste devant lui, lourd et indéniable. Il pensa aux risques, au temps de convalescence, à la possibilité de complications. Il était tout ce que Mia avait si quelque chose lui arrivait. « Monsieur Grant, vous êtes toujours là? » Il déglutit péniblement, le regard fixé sur sa fille. Elle leva les yeux et lui adressa un sourire radieux, dévoilant ses dents écartées. C'était sa réponse. « Je suis là, » dit-il d'une voix plus assurée qu'il ne se sentait. « Quelle est la prochaine étape? » Loin au-dessus de la ville, dans une suite d'angles au 7e étage du même hôpital, Harper Kincaid regardait par la fenêtre panoramique. La vue était à couper le souffle. Une vaste tapisserie d'acier et de verre qui représentait son monde, son empire. Elle pouvait voir la flèche étincelante du bâtiment Kincaid Innovation, un monument à son succès. D'ici, il ressemblait à un jouet. Elle se sentait comme une prisonnière attachée à une
potence à perfusion et à une machine de dialyse qui fredonnait d'un rythme constant et moqueur. Symbole de son propre échec, son médecin, un homme au visage fatigué et au regard patient, entra dans la pièce avec une tablette à la main. Bonjour Harper, comment vous sentez-vous? Comme si je dirigeais une entreprise multimilliardaire depuis un bassin hygiénique, rétorqua-t-elle sèchement, sans se détourner de la fenêtre. Venez-en au fait, David. Êtes-vous ici pour m'annoncer que mon taux de créatinine a atteint un nouveau sommet? Le docteur Evans soupira. Il était habitué à son langage acerbe et défensif. C'était l'armure qu'elle portait pour cacher sa terreur. En fait, je suis ici pour vous annoncer une bonne nouvelle. Harper se retourna enfin, les sourcils arqués d'incrédulité. Une bonne nouvelle? Ne me dites pas que la cafétéria a ajouté une nouvelle saveur de gelée. Je risque de ne pas pouvoir contenir mon enthousiasme. Nous avons trouvé un donneur. Le sarcasme disparut de son visage, remplacé par un choc brutal et évident. Elle le fixa, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Qu'avez-vous dit? Un donneur vivant s'est présenté il y a 2 jours. Nous avons effectué les tests. Les résultats des tests de compatibilité viennent d'arriver. Harper, c'est une compatibilité parfaite. Je n'ai jamais vu ça, sauf chez des jumeaux identiques. Harper s'affaissa contre ses oreillers, son esprit luttant pour assimiler l'information. Un donneur sorti de nulle part. Cela n'avait aucun sens. Toute sa vie était une série de transactions calculées d'actifs et de passifs. Un cadeau de cette ampleur de la part d'un inconnu était incompréhensible. Il devait s'agir d'une erreur ou d'un piège. « Qui est-ce » demanda-t-elle d'une voix aiguë, pleine de suspicion. « Que veulent-ils? De l'argent, un emploi, un siège au conseil d'administration? Découvrez quel est leur prix. » Le docteur Evans secoua lentement la tête. « C'est justement ça. Ils ne veulent rien. Le don est totalement anonyme et altruiste. Ils ne savent même pas qui vous êtes. Tout ce qu'ils savent, c'est que quelqu'un dans cette pièce avait besoin d'aide. » Harper le regarda, sans voix, anonyme, altruiste. Ces mots lui semblaient étrangers, comme une langue qu'elle n'avait jamais apprise. Pour la première fois depuis très longtemps, elle était confrontée à une variable qu'elle ne pouvait ni contrôler, ni quantifier, ni comprendre, et cela la terrifiait plus que la maladie elle-même. L'opération était prévue pour le mardi suivant. Elias dut tout organiser avec une précision calme et méthodique qui contrastait avec l'état de panique dans lequel il se trouvait. Il demanda à leur voisine, une gentille dame âgée nommée Madame Gable, si elle pouvait garder Mia pendant 2 jours. Il lui dit qu'il allait subir une petite opération pour une hernie, un mensonge qui lui pesait comme une pierre sur l'estomac. Le plus difficile fut de demander un congé. Il se présenta devant son supérieur, un homme corpulent nommé S, dans le bureau des installations situé au sous-sol du bâtiment Cade Innovation. L'ironie de la situation lui laissait un goût amer dans la bouche. Il était sur le point de sauver la vie de la femme qui possédait tout cet immeuble, et il devait rester là, le cœur battant, en espérant ne pas perdre son emploi à cause de cela. « J'ai besoin d'1 semaine de congé, » dit Elias d'une voix calme. Un congé médical. S grogna en levant les yeux d'une pile de papier. 1 semaine après avoir commencé, grand. Tout va bien, c'est une intervention mineure. Elle était prévue, mais la date a été avancée. J'ai un certificat médical. Il fit glisser le document générique sur le bureau, celui que Helen, du bureau des transplantations, lui avait fourni. Il mentionnait une intervention chirurgicale prévue, mais ne donnait aucun détail. S le parcourut, s'attardant un instant avant de hausser les épaules. « D'accord, 1 semaine, mais je veux que tu sois de retour mercredi prochain. Pas d'excuses. Cet endroit ne se nettoie pas tout seul. »« Je serai là, » promit Elias, soulagé. Ce soir-là, il borda Mia dans son lit, s'attardant plus longtemps que d'habitude. Il repoussa ses cheveux de son front, mémorisant la courbe de sa joue, le doux battement de ses cils contre sa peau. « Pourquoi tu me regardes comme ça, papa? » murmura-t-elle, les yeux mi-clos. Il sourit, la gorge serrée. « Je regarde juste ma personne préférée au monde. »« Je t'aime, » murmura-t-elle, déjà en train de s'endormir. « Je t'aime encore plus, » dit-il, la voix brisée. Il se pencha et embrassa son front, lui faisant la promesse silencieuse de revenir vers elle, sain et sauf. Il sortit de sa chambre et resta longtemps debout près de la fenêtre de leur petit salon, regardant les lumières de la ville. L'une de ces lumières se trouvait dans un hôpital dans la suite 7B. Un inconnu attendait,
et lui un concierge qui polissait les sols de son royaume, était sur le point de lui offrir un lever de soleil qu'elle n'était pas censée voir. Le matin de l'opération, l'hôpital était un monde de bleu pâle et de silence. Dans une petite chambre standard, Elias était assis sur le bord du lit, une fine blouse qui ne le protégeait guère du froid. Une infirmière au sourire chaleureux et aux mains fermes prépara une perfusion pour son bras. « Vous faites preuve de beaucoup de courage, Monsieur Grant, » dit-elle doucement, sa voix comme une petite ancre dans sa mer de nerfs. Une chose vraiment remarquable. Elias esquissa un faible sourire, les yeux fixés sur le tatouage en forme de Margaret sur son poignet. C'était la seule partie de lui qui lui semblait familière dans cet environnement stérile, essayant simplement de l'aider. Ses pensées étaient à des kilomètres de là, dans l'appartement confortable de Madame Gable, où Mia était probablement en train de manger des crêpes et de regarder des dessins animés, complètement inconsciente du gouffre que son père était sur le point de franchir. Il l'avait appelée il y a à peine 1 heure, la voix tendue, pour lui dire qu'il l'aimait et qu'il la reverrait très bientôt. « Ne vous inquiétez pas, » dit l'infirmière en lui tapotant la main. « Nous allons prendre soin de vous. » 7 étages plus haut, dans la suite 7B, l'atmosphère était tout autre. Une équipe de spécialistes s'affairait autour du lit de Harper Consancade avec une intensité concentrée réservée aux VIP. Elle était vive et impatiente, posant des questions sur le déroulement de l'opération et les protocoles de rétablissement. Son esprit traitait cette intervention qui allait changer sa vie comme une fusion d'entreprises hostiles qu'il fallait contrôler. Mais sous l'armure de ses ordres, ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle lissait la couverture sur ses genoux. Elle était sur le point de laisser une partie d'un étranger entrer dans son corps, une partie d'une personne qu'elle n'avait jamais rencontrée et qui ne voulait rien d'elle. Le concept était si étranger, si profondément illogique, qu'il lui semblait être une violation. Qui était-il? Un homme? Une femme? Quel genre de personne pouvait donner une partie d'elle-même et s'en aller? Cette gentillesse purement irrationnelle était une énigme que son esprit brillant ne pouvait résoudre, et cela la rendait folle. Alors qu'on commençait à faire sortir son lit de la chambre, elle ferma les yeux. Elle ne pensait pas à son entreprise ni à sa fortune. Elle pensait à un fantôme sans visage dans une autre pièce. Et pour la première fois, elle murmura un mot qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. « S'il vous plaît ». Les 2 opérations durèrent près de 6 heures. Dans la danse silencieuse et complexe de la salle d'opération, une vie passa des mains d'un concierge à celle d'un milliardaire. Un cadeau anonyme livré à l'aide d'un scalpel et de sutures. Elias se réveilla avec une douleur profonde et lancinante dans le côté. C'était une douleur vive et insistante qui rendait chaque respiration difficile. Une silhouette floue et des blouses chirurgicales apparurent dans son champ de vision. Il cligna des yeux, la gorge sèche et irritée. « Mia » murmura-t-il, le nom lui venant instinctivement. « Est-ce qu'elle... » « Votre fille va bien, Monsieur Grant. » La voix de l'infirmière était douce. « Votre voisine a appelé il y a peu. Elle regarde un film et mange du popcorn. Un soulagement puissant et immédiat. Il envahit son organisme. Un anesthésiant plus puissant que la morphine qui coulait dans ses veines. La douleur n'avait plus d'importance. Mia était en sécurité. C'était tout ce qui comptait. Il ferma les yeux, le corps lourd, mais le cœur un peu plus léger. Il avait réussi. Le retour à la conscience de Harper fut plus lent, plus désorientant. Elle émergea d'un brouillard profond et sans rêve, non pas dans la douleur, mais dans une sensation étrange et inconnue. Le silence, le bourdonnement violent de la machine de dialyse avait disparu. Le battement frénétique et épuisé de son propre corps qui se battait contre lui-même avait cessé. Elle prit une inspiration, une vraie, qui remplit ses poumons sans effort. Elle se sentait propre. Elle ouvrit lentement les yeux. La lumière dans la pièce semblait plus vive. Le bip du moniteur à côté d'elle était régulier, fort, un rythme de vie, pas un compte à rebours vers la mort. Elle était en vie, vraiment, pleinement en vie, et tout cela grâce à un fantôme. 2 jours plus tard, le brouillard s'était complètement dissipé, remplacé par une détermination à toute épreuve. Alors que le Dr Evans vérifiait ses signes vitaux, elle le regarda avec une intensité qui le mit mal à l'aise. « Je veux savoir qui c'était, » dit-elle. Ce n'était pas une demande. « Harper, je vous ai dit que l'identité du donneur était confidentielle. C'était leur seule et unique condition. »« La confidentialité peut être levée, » rétorqua-t-elle. « Je veux un nom, David. Je ne peux pas vous en donner. »
Elle serra les mâchoires. Très bien. Elle prit son téléphone sur la table de chevet. Elle composa un numéro qu'elle connaît. C'est Parker. Un homme à la voix calme et discrète répondit dès la première sonnerie. Fletcher, dit-elle d'une voix basse et autoritaire. J'ai un travail pour vous. Je veux que vous trouviez quelqu'un. Il n'y a pas de dossier officiel. C'était un patient ici qui a été libéré aujourd'hui ou demain. Un donneur de rein anonyme. Groupe sanguin O négatif. Je veux tout savoir. Vous comprenez? Parfaitement, mademoiselle Conninghead. La voix répondit sans hésitation. Considérez que c'est fait. Elle raccrocha, retrouvant enfin le contrôle. Elle les trouverait. Elle traînerait son fantôme à la lumière du jour et forcerait cette situation impossible à avoir un sens. Pendant ce temps, 3 étages plus bas, Elias était déjà debout, traînant péniblement les pieds dans le couloir, ignorant la supplication d'une infirmière qui lui demandait de retourner se coucher. Il n'avait qu'un seul objectif, rentrer chez lui. Il avait parlé à Mia au téléphone. Sa voix joyeuse et innocente lui rappelait douloureusement à quel point il détestait être loin d'elle. Il ne pouvait pas supporter une nuit de plus dans cet endroit. Il fut autorisé à sortir le lendemain matin. Pendant que Harper Kincaid orchestrait une enquête privée de haut niveau depuis sa suite luxueuse, Elias Grand, vêtu d'un jean usé et d'un sweat à capuche délavée, signa ses papiers, remercia le personnel d'un signe de tête et sortit lentement par l'entrée principale de l'hôpital. Il grimaça en sortant dans la lumière vive du soleil, sa main se posant instinctivement sur la zone sensible bandée sur son côté. Il n'était qu'une personne parmi tant d'autres dans cette ville animée, un homme avec une douleur secrète, rentrant chez lui pour retrouver sa petite fille. Le fantôme avait disparu dès qu'Elias avait ouvert la porte de l'appartement. Une petite fusée aux nattes et au pyjama rose s'était lancée sur ses jambes. « Papa !» Le cri de joie pure de Mia était le plus beau son qu'il ait jamais entendu. Il gémit, un cri de douleur aigu et involontaire lui traversant le flanc alors qu'elle le serrait fort dans ses bras. Il le masqua rapidement par un rire, la soulevant dans ses bras, sifflant légèrement lorsque les points de suture tirèrent. Il enfouit son visage dans ses cheveux, qui sentaient le shampoing au chewing-gum et la maison. « Salut, ma petite Mia Bear », murmura-t-il en la serrant contre lui. « Je t'ai beaucoup manqué. Madame Gable m'a laissé manger de la glace au petit déjeuner, et on a regardé 3 fois le film avec l'écureuil qui chante. »« 3 fois, ça ressemble à de la torture, » plaisanta-t-il en la reposant doucement. Madame Gable sortit précipitamment de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. « Bienvenue à la maison, mon cher. Comment te sens-tu? Tu as l'air un peu pâle, juste fatigué. » Elias mentit sans sourciller. « Le médecin a dit que je devais me reposer pendant 1 semaine environ. Pas de gros efforts. » Les yeux de Mia s'écarquillèrent d'inquiétude. « Ça fait mal, papa. » Il lui adressa son sourire le plus rassurant. « Non, juste un peu douloureux. Rien que ton père ne puisse supporter. » Mais alors qu'il se dirigeait vers le canapé, chaque pas était une négociation prudente et calculée avec la douleur qui lui brûlait le côté. Il avait réussi. Il était chez lui. Mais le prix de son secret était une dette que son corps était en train de lui faire payer. Harper Kincaid n'avait pas l'habitude d'entendre le mot « non ». Elle arpentait sa chambre d'hôpital, vêtue d'une robe de chambre en soie nouée étroitement autour de sa taille, son téléphone collé à l'oreille. À l'autre bout du fil, la voix calme et méthodique de Fletcher commençait à lui taper sur les nerfs. « Les protocoles de confidentialité de l'hôpital sont très stricts, mademoiselle Kincaid, disait-il. Ils ont enregistré toutes les demandes. Il n'y a aucun moyen officiel d'obtenir le nom du donneur. J'ai visionné les images de vidéosurveillance de la semaine dernière. Des dizaines de personnes sont entrées et sorties de l'aile des dons sans montrer leur visage. C'est une aiguille dans une botte de foin mondiale. Je ne vous paye pas pour les bottes de foin, Fletcher. » Harper s'écria. « Je vous paye pour tes aiguilles. Qu'avez-vous? Un groupe sanguin et une seule note anecdotique d'une infirmière préopératoire. » Elle a décrit le donneur comme un homme calme, apparemment âgé d'une 30aine d'années. Il a dit qu'il le faisait parce que personne ne devrait avoir à traverser cela seul. Harper a cessé de faire les 100 pas, les mots la frappant avec une force inattendue. Personne ne devrait avoir à traverser cela seul. C'était un sentiment simple, mais il laissait d'entrevoir une profondeur d'empathie qu'elle ne pouvait comprendre. Il ne s'agissait pas d'argent ou de pouvoir. Il s'agissait d'humanité. Cette pensée lui était si étrangère qu'elle en avait le vertige. « Trouvez-le, Fletcher.
dit-elle d'une voix plus douce mais non moins déterminée. Peu importe ce qu'il faudra, trouver cet homme. Une semaine après l'opération, Elias était de retour dans son uniforme bleu de concierge, le tissu amidonné frottant contre l'incision encore sensible. S avait tenu parole. Il attendait Elias de retour au travail. Sans excuse. Les premières heures de son service furent un véritable enfer. Pousser le lourd chariot de fournitures lui donnait l'impression de traîner un rocher. Se baisser pour vider une poubelle lui causait une douleur fulgurante dans le côté. Il travaillait dans un brouillard de douleur, ses mouvements lents et délibérés, un sourire sinistre figé sur son visage pour tous ceux qui passaient. Il ne pouvait pas se permettre de paraître faible. Il ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Le visage de Mia était une image constante dans son esprit, la seule chose qui le faisait avancer. Harper a été libérée 2 jours après son appel à Fletcher. Elle est retournée dans son penthouse, un vaste espace minimaliste, avec une vue panoramique sur une ville à laquelle elle ne se sentait plus connectée. Le silence était assourdissant. Avant, elle s'y épanouissait. Maintenant, cela ressemblait à une tombe. Elle ne pouvait ni dormir ni travailler. Le fantôme de son donneur hantait chaque moment de calme. Cette nuit-là, une agitation inhabituelle la poussa à quitter son appartement. Elle demanda à son chauffeur de la conduire au bâtiment Cade Innovations. Il était presque minuit. La tour était plongée dans l'obscurité, à l'exception des lumières de secours et de la lueur diffuse des lampes du personnel d'entretien. Elle passa sa carte d'accès et traversa le hall en marbre silencieux, ses pas résonnant dans l'espace caverneux. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait. Elle marchait simplement. Elle prit l'ascenseur jusqu'au 40e étage, l'étage de la direction, et sortit dans le long couloir recouvert de moquettes. L'air était calme et frais. Au fond du couloir, une silhouette solitaire polissait méthodiquement la paroi vitrée d'une salle de conférence, lui tournant le dos. Elias était tellement concentré sur les mouvements circulaires de son chiffon et sur sa respiration pour soulager la douleur persistante dans son flanc qu'il n'entendit pas les portes de l'ascenseur s'ouvrir. Ce n'est qu'un mouvement fugace dans son champ de vision périphérique qui le fit s'arrêter. Il jeta un coup d'œil au reflet dans la vitre. Une femme, grande et élégante, marchait lentement au milieu du couloir. Il la reconnut immédiatement grâce au portrait dans le hall. Harper Kincaid, la reine du château. Son sang se glaça. Il se retourna rapidement, baissa la tête et se mit à polir une tache sur la vitre avec une concentration renouvelée et désespérée. Sois invisible. Fais partie du décor. Elle ne te verra même pas. Harper passa devant la salle de conférence, le regard distant, perdu dans ses pensées. Elle était tellement absorbée par la recherche de l'homme qui lui avait sauvé la vie qu'elle ne jeta même pas un coup d'œil au concierge qui travaillait à quelques mètres de là. Elle fit un léger signe de tête, presque imperceptible, une nouvelle habitude étrange qu'elle avait prise de saluer les quelques personnes qu'elle croisait lors de ses déambulations nocturnes. C'était un geste de reine envers un sujet anonyme. Puis, elle disparut, ses pas s'éloignant dans le couloir. Ella s'attendit d'être sûre qu'elle avait tourné au coin avant de laisser échapper un souffle tremblant. Il appuya son front contre la vitre froide, le cœur battant à toute rompre dans sa poitrine. La femme dont la vie était désormais liée à la sienne, qui le recherchait avec toutes ses vastes ressources, venait de passer à moins de 3 mètres de lui, et elle n'en avait pas la moindre idée. Les semaines qui suivirent son retour au travail s'installèrent dans une routine tendue et douloureuse pour Elias. Son corps guérissait lentement, la douleur aiguë et lancinante dans son flanc s'atténuant pour devenir une douleur persistante et lourde. Il apprit à se déplacer sans tirer sur ses pointes de suture, à se soulever avec ses jambes, à trouver son rythme pendant les longues nuits silencieuses. Mais plus que la douleur physique, c'était l'anxiété constante qui le rongeait. Il revit Harper Kincaid 3 fois lors de ses patrouilles nocturnes. Elle ne lui adressa plus jamais la parole après cette première nuit, mais sa présence était un fantôme qui hantait les couloirs, lui rappelant le secret qu'il portait. Il gardait la tête baissée, ses mouvements étaient efficaces, se fondant dans l'ombre chaque fois qu'elle apparaissait. Il était un fantôme dans son royaume, et c'était exactement ainsi qu'il voulait rester. Les promenades nocturnes de Harper devinrent son nouveau rituel. Elle explora le bâtiment étage par étage, telle une reine redécouvrant son propre territoire. Elle vit l'écosystème complexe qui prospérait dans l'obscurité. Les équipes informatiques effectuant des diagnostics dans les salles de serveurs.
Les équipes de sécurité surveillant leurs écrans avec une concentration si lancieuse, les concierges se déplaçant comme une équipe synchronisée et silencieuse, effaçant le chaos de la journée et préparant le bâtiment pour un nouveau lever de soleil. Elle avait bâti cet empire, mais elle ne l'avait jamais vraiment vu. Elle n'avait jamais vu que la vue depuis le sommet. Pour la première fois, elle voyait les fondations et elle ressentit un étrange et troublant élan de respect. Sa recherche du donneur, cependant, était une source de frustration croissante. Fletcher la rejoignit dans son bureau d'un blanc immaculé, l'air sombre. « C'est un mur infranchissable, mademoiselle Cunningham, dit-il en glissant un mince dossier sur son bureau. Il était presque vide. J'ai vérifié les antécédents de tous les hommes de groupe sanguin O négatif de la ville qui se sont rendus à l'hôpital pendant cette période. Rien. J'ai interrogé le personnel hospitalier de manière officieuse. Ils sont loyaux et ont peur des répercussions juridiques. Nous pouvons rendre l'affaire publique. Un communiqué de presse, une récompense. Appelez directement la personne. » Harper regardait par la fenêtre, lui tournant le dos. « Non, » dit-elle fermement. Elle se tourna vers lui, le regard clair et déterminé. Le genre d'homme qui dit que personne ne devrait traverser cela seul et qui s'en va ne veut pas de conférence de presse, Fletcher. Il ne veut pas de récompense. Un homme comme ça ne veut pas de scène. Il veut le silence. Sa compréhension du fantôme devenait plus claire, même si la personne elle-même restait un mystère. C'était l'énigme la plus exaspérante à laquelle elle ait jamais été confrontée. Quelques nuits plus tard, Elias travaillait au 38e étage, nettoyant le salon exécutif. Il essuyait un long comptoir en granit lorsqu'il entendit le doux tintement de l'ascenseur. Ses muscles se tendirent. Il leva les yeux et vit Harper sortir, l'air pensif et distant. Elle se dirigeait vers lui. Il n'avait nulle part où aller. Il serra son chiffon de nettoyage, les jointures blanchies, et se concentra sur son travail. Elle s'arrêta devant une baie vitrée non loin de l'endroit où il travaillait, regardant la rivière de fer qui traversait la ville en contrebas. Le silence s'étira pendant une longue et lourde minute. « Vous gardez cet étage très propre, » dit-elle, sa voix le faisant sursauter. Elle ne s'était pas retournée pour le regarder, son regard était toujours fixé sur la vue. Elias déglutit, la gorge soudainement sèche. « Merci, mademoiselle Cunningham. Comment vous appelez-vous? » La question le frappa comme un coup physique. Il se figea. Un nom le rendait réel. Un nom pouvait faire l'objet d'une enquête. « Elias, madame. »« Elias Grand », acquiesça-t-elle lentement, sans le regarder. « Elias », répéta-t-elle doucement, comme pour en tester le poids. Alors qu'il s'apprêtait à s'éloigner pour s'échapper, son chariot de nettoyage, qu'il avait négligemment garé sur une légère pente, se mit à rouler. Il se précipita pour le rattraper, une douleur aiguë et brûlante lui transperçant le côté. Il laissa échapper un halètement étouffé et porta la main à l'endroit situé sous son uniforme. Le chariot heurta doucement un canapé en cuir et s'arrêta. Ce faisant, le loquet fragile de la porte principale du chariot s'était ouvert. Harper se retourna enfin, attiré par son mouvement soudain et son halètement de douleur. Son regard se posa sur lui, légèrement voûté, le visage pâle sous les lumières fluorescentes. Puis son regard se posa sur la porte ouverte de son chariot, où était collé à l'intérieur, éclairé par la lumière du couloir, un dessin d'enfant. Il était réalisé au crayon gras de couleur vive sur un morceau de papier cartonné soigneusement plastifié avec du ruban adhésif d'emballage. C'était l'image d'un soleil ridiculement joyeux souriant sur un champ de marguerites blanches. C'était la chose la plus vivante dans tout le couloir stérile de l'entreprise. Elias vit où elle regardait. Mortifié, il ferma rapidement la porte, le loquet claquant bruyamment dans le silence. « Désolé, madame. Les roues coincent parfois. » Harper ne dit rien. Elle se contenta de fixer l'endroit où se trouvait le dessin, le visage impassible. Pour la première fois, elle ne regardait pas un concierge, un uniforme, un fonctionnaire. Elle regardait un homme qui avait clairement un enfant. Un homme qui grimaçait de douleur et transportait un morceau de son cœur collé à l'intérieur d'un chariot de nettoyage. Il marmonna des excuses et éloigna son chariot, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Harper resta longtemps près de la fenêtre après son départ. L'image des marguerites dessinées au crayon était gravée dans son esprit. C'était un aperçu d'une vie, d'un monde si éloigné du sien. Ce n'était rien. Le dessin de l'enfant d'un concierge, cela ne signifiait rien.
Mais plus tard dans la nuit, alors qu'elle était assise dans l'obscurité silencieuse de son penthouse, son téléphone vibra. C'était Fletcher. « Je suis désolé de vous appeler si tard, dit-il d'une voix fatiguée. Ce n'est probablement rien, Malcolm Kincaid. Cela semble être une impasse, mais j'ai enfin trouvé une source à l'hôpital qui a accepté de parler. Une infirmière de l'aile préopératoire, dit Harper d'une voix monocorde, et elle se souvenait d'un petit détail concernant le donneur. Il remplissait les derniers formulaires de consentement et il était nerveux. Elle a dit qu'il griffonnait dans le coin de la page pendant qu'il attendait le médecin. Juste un petit gribouillage pour occuper ses mains. Harper ferma les yeux, un étrange sentiment d'angoisse et d'anticipation lui nouant l'estomac. Qu'est-ce qu'il a dessiné, Fletcher? Une fleur. Elle a dit que c'était un dessin simple, d'apparence enfantine. Une marguerite. La conversation téléphonique prit fin, mais Harper ne bougea pas. Elle resta assise dans le silence caverneux de son penthouse. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, comme une galaxie à laquelle elle n'appartenait plus. Une marguerite, un gribouillage enfantin sur un formulaire de consentement, un dessin au crayon de couleur collé à l'intérieur d'un chariot de concierge. C'était une coïncidence. Ça ne pouvait être que ça. Le monde était plein de marguerites, plein d'enfants qui les dessinaient et de pères qui les chérissaient. C'était un raisonnement ridicule, impossible. Son fantôme, son sauveur altruiste et extraordinaire, ne pouvait pas être cet homme discret qui polissait les sols. La vie n'était pas aussi poétique, aussi absurde. Elle dirigeait une entreprise multimilliardaire fondée sur des données, des probabilités, des faits froids et faits concrets. Et les faits montraient qu'il s'agissait d'une anomalie statistique, d'un hasard insignifiant. Mais l'image de son visage, pâle et tendu alors qu'il se tenait le côté avec douleur, lui revint à l'esprit. L'expression brute et authentique de souffrance qu'il avait désespérément tenté de cacher. C'était le regard de quelqu'un qui se remettait de quelque chose. La façon dont il avait fermé la porte du chariot, non seulement avec précipitation, mais avec une lueur de panique dans les yeux, comme si elle avait vu une partie de lui qu'il devait garder cachée. Elias Grant. Le nom résonnait dans le silence. C'était un nom simple et solide, un nom qui appartenait à un monde de paniers repas et de réunions parents-professeurs, pas dans l'atmosphère raréfiée de sa vie. Elle se leva et commença à faire les 100 pas, l'esprit en ébullition, reliant des points qu'elle ne voulait pas voir, le comportement calme, le commentaire que l'infirmière avait entendu. Personne ne devrait avoir à traverser cela seul. Cela ressemblait à quelque chose qu'il aurait pu dire. Elle s'arrêta, sa décision prise. Elle attrapa son téléphone sur la table et composa le numéro de Fletcher, le cœur battant à tout rompre, partagé entre la peur et un étrange espoir fou. Il répondit immédiatement. « Mademoiselle Kincaid, oubliez les recherches générales, dit-elle d'une voix basse et pressante. J'ai un nom, Elias Grant. C'est l'un de nos concierges de nuit. Il travaille dans les étages réservés aux cadres. » Il y eut un moment de silence surpris à l'autre bout du fil. « Un concierge, madame. Trouvez tout ce que vous pouvez, Fletcher. Son dossier d'employé, sa situation familiale, ses antécédents médicaux, si vous pouvez les obtenir. Je veux savoir où il était la semaine de mon opération. » Et Fletcher, « Oui, madame. Soyez invisible. » Elias avait l'impression d'être observé. C'était une sensation de picotement dans la nuque, un sentiment qui avait commencé la nuit après sa conversation avec Harper. Il était probablement juste paranoïaque, son secret le rendant nerveux. Il devint encore plus méticuleux, plus renfermé au travail. Il prenait ses pauses dans une cage d'escalier déserte, plutôt que dans la salle du personnel. Il gardait la tête baissée, le regard fixé sur le sol qu'il nettoyait, sans jamais le lever. Terrifié à l'idée de croiser à nouveau son regard. Il devait juste terminer ses quarts de travail, récupérer son chèque de paie et rentrer chez lui auprès de Mia. C'était le mantra qui lui permettait de tenir sa peur à distance. Il fallut moins de 48 heures à Fletcher. Il était, comme Harper le savait, le meilleur. Il entra dans son bureau et posa un épais dossier gris sur la surface polie de son bureau. Il ne dit pas un mot, se contenta de reculer, les mains jointes derrière le dos. Harper fixa le dossier comme s'il s'agissait d'une bombe. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle tendit le bras pour l'ouvrir. La première page était une copie du dossier personnel d'Elias Grant. Une photo standard prise lors de son premier jour la regardait fixement. C'était lui.
Ses yeux étaient jadis mais assombris par une fatigue qu'elle reconnaissait. Elle parcourut les détails. Âge, 34 ans. Date d'entrée en fonction, il y a 3 mois. Personne à contacter en cas d'urgence. Maya Graham. Elle tourna la page. C'était une courte biographie que Fletcher avait compilée à partir de documents publics. La femme d'Elias, Chloe Graham, était décédée 3 ans auparavant. D'un cancer des ovaires, une longue et brutale maladie. Harper eut le souffle coupé. Il avait vu mourir à l'hôpital quelqu'un qu'il aimait. Il savait ce qu'était cette solitude. La page suivante était une chronologie. Fletcher avait discrètement obtenu les registres de présence des employés. Elias Grande avait été un employé modèle pendant ses 2 premiers mois. Une présence parfaite, puis une seule absence d'1 semaine. Les dates correspondaient parfaitement à son opération. La raison indiquée était un congé médical approuvé. Tout était là, le mobile, l'opportunité, mais elle avait besoin de la preuve irréfutable finale. Elle tourna la dernière page. C'était une copie de sa carte d'identité provenant de sa demande d'habilitation de sécurité. À côté, Fletcher avait tapé une seule ligne, une observation du responsable des ressources humaines qui avait traité son dossier. Signe distinctif. Tatouage effacé d'une marguerite sur le poignet gauche. Harper se pencha en arrière sur sa chaise, l'air quittant ses poumons dans un souffle. Le dossier glissa de ses doigts, son contenu se répandant sur son bureau. C'était lui. Le fantôme avait un nom. Le fantôme avait une fille. Le fantôme avait une histoire, celle de son propre chagrin. Et à cause de ce chagrin, il lui avait sauvé la vie. Ce n'était pas un spectre ou une énigme à résoudre. C'était un homme, un père célibataire qui avait ciré ses sols, qui souffrait d'une douleur qu'il essayait de cacher, qui lui avait donné une partie de lui-même sans autre raison qu'une gentillesse simple et bouleversante. Tout le monde soigneusement construit de sa vie, un monde de logique, d'influence et de transactions, volait en éclats. Elle fixait la photo de cet homme calme et triste qui lui avait montré une forme d'humanité dont elle ignorait l'existence. Le mystère était résolu. Mais la véritable question terrifiante ne faisait que commencer. Que diable était-elle censée faire maintenant? Pendant 2 jours, Harper ne fit rien. Le dossier gris contenant l'histoire de la vie d'Elias Grant resta dans le tiroir supérieur verrouillé de son bureau, telle une bombe à retardement silencieuse. Son esprit, d'ordinaire un moteur infaillible de logique et de stratégie, était en proie à un conflit intérieur. Le PDG et ses projets, une promotion à un poste bien rémunéré et peu exigeant, un fonds fiduciaire pour sa fille, une nouvelle maison dans un quartier plus agréable. Tout cela était net, propre et transactionnel. Tout cela semblait profondément immoral, comme essayer de payer pour son fils avec une carte de crédit. C'était une insulte à la dignité tranquille de l'homme sur la photo. La partie humaine d'elle-même, celle qui était restée en sommeil pendant des années, était terrifiée. Que pouvait-elle bien lui dire? Merci de m'avoir sauvé la vie alors que j'ignorais complètement votre existence. Ces mots étaient creux, absurdes. Le fossé entre leur monde, entre la femme qui possédait l'immeuble et l'homme qui en nettoyait les sols, semblait infranchissable. Le 3e soir, elle partit en promenade, avec un objectif clair. Elle allait le trouver. Elle allait se tenir devant lui et lui dire quelque chose. Elle le trouva au 45e étage, en train d'essuyer les vitres d'un bureau vide, son reflet bougeant en synchronisation avec lui. Elle ralentit le pas, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Il ne l'avait pas encore vu. Elle ouvrit la bouche pour prononcer son nom, mais aucun son n'en sortit. L'air était lourd de la distance qui les séparait. Il était père, veuf, un homme en deuil. Elle était une milliardaire qui avait oublié comment parler à un autre être humain sans arrière-pensée. Elle se retourna avant qu'il ne puisse la voir et s'enfuit vers l'ascenseur, les joutes brûlantes d'une honte qu'elle ne pouvait nommer. De retour dans son bureau, vaincue, elle sortit le dossier de son tiroir. Elle avait besoin d'une nouvelle stratégie. Ses yeux parcoururent à nouveau les pages, passant outre les détails de la mort de sa femme, passant outre le calendrier de son emploi. Elle s'arrêta sur un résumé médical que Fletcher avait réussi à obtenir. Mia Grant, 7 ans. Diagnostic, asthme chronique sévère, hospitalisation multiple pour détresse respiratoire aiguë. C'était ça. C'était le point d'entrée. Pas son chagrin, pas ses finances, mais sa fille, sa raison d'être. La santé d'un enfant était un langage universel, une vulnérabilité qui transcendait les salles de réunion et les bilans financiers. Elle ne pouvait pas l'approcher en tant que milliardaire reconnaissant,
Mais peut-être pouvait-elle l'approcher en tant que personne préoccupée par une petite fille. Le samedi suivant, Consincade Innovations était le principal sponsor d'un salon communautaire sur la santé et le bien-être organisé dans le plus grand parc public de la ville. Il s'agissait d'un événement de relations publiques, auquel Harper envoyait généralement un subordonné, mais cette fois-ci, elle informa son équipe qu'elle y assisterait elle-même. Le parc était plein de vie. Des familles pique-niquaient sur l'herbe, les enfants hurlaient de rire dans une structure gonflable, et les habitants se pressaient autour des différents stands proposant des dépistages gratuits et des démonstrations de fitness. Elias était là avec Mia. C'était son premier vrai jour de congé depuis l'opération, et il se sentait assez fort pour faire quelque chose de spécial avec elle. Elle était ravie. Son visage était peint comme un papillon, et elle tenait dans sa main collante un cornet de barbe à papa à moitié mangé. Pendant quelques heures, Elias oublia la douleur dans son flanc et le secret qu'il gardait dans son cœur. Il était simplement un père qui regardait sa fille s'amuser comme une enfant. Ils étaient assis sur un banc près de l'étang au canard lorsque cela se produisit. Mia a commencé à tousser, une petite toux sèche et rauque qu'Elias ne connaissait que trop bien. Son rire s'est transformé en sifflement, ses yeux s'écarquillant avec une panique familière. « Ça va, ma chérie, respire doucement », a dit Elias, le cœur battant à toute rompre. Il l'a prise sur ses genoux et a cherché son inhalateur d'urgence dans son sac à dos. Comme nous l'avons répété, inspire et expire, doucement et lentement. Mais la respiration sifflante devint plus forte, plus difficile. Un petit groupe de personnes à proximité commença à regarder avec inquiétude. Les mains d'Elias se mirent à trembler alors qu'il essayait d'administrer l'inhalateur. « Votre fille va bien ?» demanda une voix calme et grave à côté de lui. Elias leva les yeux, surpris, et son sang se glaça. C'était Harper Consincade. Elle était vêtue d'un pantalon sur mesure et d'un chemisier simple, mais elle était reconnaissable entre mille. Elle ne le regardait pas comme une PDG. Ses yeux étaient remplis d'une concentration à la fois intense et sincèrement inquiète. « Nous sommes avec Mia. Elle souffre d'asthme, » balbutia Elias, l'esprit en ébullition. « C'est une crise. »« Je vois ça, » dit Harper en s'agenouillant pour être à la hauteur des yeux de Mia. « Bonjour, je m'appelle Harper. » Elle n'essaya pas de toucher Maya, se contentant de parler d'une voix douce et calme. « Je sais à quel point l'asthme peut être terrifiant quand on ne peut plus respirer. Essaie simplement d'écouter ton papa. » Elias la fixa du regard. « Je sais à quel point l'asthme peut être terrifiant. » Comment pouvait-elle savoir cela? Alors que Mia, apaisée par cette nouvelle voix calme, parvenait enfin à prendre la bonne dose dans son inhalateur, sa respiration sifflante et irrégulière commença à s'adoucir. Harper se releva. « Il y a une tente paramédicale près de la scène principale. Ils peuvent lui donner de l'oxygène si vous pensez qu'elle en a besoin. »« Je pense qu'elle va s'en sortir, » dit Elias, soulagé de voir la respiration de Mia se stabiliser. Il regarda Harper, perplexe. « Merci. »« De rien, » répondit-elle. Elle esquissa un petit sourire, presque hésitant. C'était la première fois qu'il la voyait sourire. Cela changeait complètement son visage. C'est une petite fille magnifique. Est-ce une marguerite sur son T-shirt? Elias baissa les yeux. Mia portait son T-shirt préféré, celui avec une grande marguerite dessinée sur le devant. Il acquiesça machinalement. C'est sa fleur préférée. Je comprends pourquoi, dit Harper doucement, ses yeux rencontrant les siens pendant un bref instant chargé d'émotion. Puis, aussi vite qu'elle était apparue, elle fit un dernier signe de tête. J'espère qu'elle se sentira mieux, dit-elle avant de se retourner et de s'éloigner, se fondant à nouveau dans la foule. Elias s'assit sur le banc, tenant sa fille dans ses bras, l'esprit complètement vide. Harper Consincade, le milliardaire intouchable, venait de s'agenouiller dans l'herbe pour aider sa fille à surmonter une crise d'asthme. Plus rien n'avait de sens. Cette rencontre dans le parc avait profondément bouleversé Elias. Il la repassa dans son esprit une douzaine de fois pendant son service cette nuit-là. Ce souvenir était comme une étrange tache de chaleur dans l'environnement froid et stérile de la tour de l'entreprise. Harper Consincade, une femme qu'il avait mentalement classée comme une figure lointaine et inaccessible dotée d'un immense pouvoir, s'était agenouillée dans l'herbe pour aider sa fille. Elle lui avait parlé avec une gentillesse qui semblait en totale contradiction avec la réputation impitoyable qui la précédait. Il ne savait pas quoi en penser. C'était une faille dans la matrice de son monde soigneusement ordonné,
une énigme qu'il ne pouvait résoudre. Alors il fit ce qu'il faisait toujours. Il baissa la tête et se concentra sur son travail. Pour Harper, cette rencontre était une victoire. Elle avait franchi le fossé. Elle lui avait parlé non pas comme une PDG à un concierge, mais comme un être humain à un autre. Le souvenir de la petite main de Mia Dong, la sienne de sa voix douce et apaisante, avait renforcé sa détermination. Un chèque, une promotion, c'était des insultes. Ce que cet homme méritait, c'était la sécurité, le respect et une vie libérée de l'inquiétude constante qu'elle voyait gravée autour de ses yeux. Mais comment lui offrir cela sans dévoiler son jeu, sans lui donner l'impression d'être un cas social? Ironiquement, la réponse lui fut fournie par son nouveau rival au sein de l'entreprise. Il s'appelait Beckett Rowe, un vice-président exécutif ambitieux au regard froid et au sourire prédateur. Il considérait la nouvelle approche plus pratique de Harper et son manque apparent d'intérêt pour les projections trimestrielles comme une faiblesse. Lors d'une réunion du conseil d'administration, il présenta une nouvelle proposition d'efficacité et d'optimisation. Il s'agissait d'un plan élégant, basé sur des données, visant à réduire les budgets de tous les départements, les coupes les plus importantes visant directement les départements non essentiels comme la gestion des installations. Cela permettrait à l'entreprise d'économiser 7 millions de dollars par an, conclut Beckett, son regard balayant la salle, une réduction nécessaire des dépenses superflues. Harper regarda les chiffres à l'écran. Elle vit au-delà du jargon d'entreprise. Réduire les coûts superflus signifiait licencier des dizaines de personnes. Des personnes comme Elias, cette armée silencieuse et invisible qui faisait fonctionner son royaume. Avant son opération, elle aurait peut-être approuvé cette mesure. Mais à présent, tout ce qu'elle voyait, c'était le visage d'Elias, son inquiétude pour sa fille. La proposition est rejetée, Beckett, dit-elle d'une voix qui résonna dans la salle avec une autorité ne laissant aucune place à la discussion. Nous n'allons pas équilibrer nos comptes sur le dos de nos employés les plus fidèles. Le silence stupéfait qui suivit fut extrêmement satisfaisant, mais cet incident lui donna une idée, une raison légitime de faire entrer Elias dans son orbite. Le lendemain, une note officielle fut diffusée. Le PDG allait organiser une série de groupes de discussion avec des employés de différents départements afin de mieux comprendre leur rôle et leurs défis. Le personnel d'entretien de nuit était prévu pour le lendemain soir. La participation était obligatoire. Quand Elias vit la note, une crainte familière l'envahit. Il allait se retrouver dans la même pièce qu'elle, non pas par hasard dans un parc, mais lors d'une réunion officielle. Il passa toute la journée sur les nerfs. Le groupe de discussion s'est tenu dans une salle de conférence étincelante au 50e étage. Elias et une douzaine d'autres concierges étaient assis maladroitement autour d'une immense table en chêne, déplacés dans leurs uniformes de travail. Harper est entré, accompagné de Beckett Rowe, qui semblait furieux d'avoir été contraint d'assister à la réunion. Harper était très professionnel, son ton était vif et professionnel. Elle a posé des questions sur leur équipement, leurs horaires, les défis auxquels ils étaient confrontés, puis son regard s'est posé sur Elias. Monsieur Grand, a-t-elle dit, et il a senti toutes les autres personnes présentes à la table se tourner vers lui. Vous êtes parmi nous depuis quelques mois maintenant. De votre point de vue, quelle est la seule chose que nous pourrions faire pour rendre votre travail plus efficace? Elias a senti sa gorge s'assécher. Il pouvait sentir le regard méprisant de Beckett. Il a réfléchi un instant, non pas à l'efficacité de l'entreprise, mais à la vérité. Un meilleur éclairage dans les cages d'escalier de service, madame, dit-il d'une voix calme mais claire. Certaines ampoules sont grillées depuis des semaines. C'est un problème de sécurité. Quelqu'un pourrait tomber. La réponse était si simple, si pratique, si dépourvue de tout jargon d'entreprise qu'elle fit taire la salle. Beckett ricana, mais Harper se contenta d'acquiescer lentement, l'air pensif. Merci, Elias. C'est un argument très valable. À la fin de la réunion, alors que les autres concierges sortaient en bavardant, la voix de Harper coupa le bruit. Elias, pouvez-vous rester un instant? Il se figea, le cœur serré. Les autres lui lancèrent des regards curieux et compatissants en partant. La lourde porte se referma dans un clic, les laissant seuls dans la vaste pièce silencieuse. Les lumières de la ville s'étalaient derrière elle comme un filet de diamants. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit-elle en lui indiquant la chaise à côté d'elle. Il s'assit, perché sur le bord du cuir coûteux. Elle le regarda, l'air sérieux. « Je voulais que vous sachiez que j'ai rejeté la proposition de M. Rose.
Vos emplois sont sauves. Elias cligna des yeux, surpris. Merci, mademoiselle Kincaid. Nous vous en sommes reconnaissants. C'était la bonne décision, dit-elle. Elle fit une pause, son regard s'adoucissant. Ma perspective sur les choses a changé récemment depuis ma maladie. On se rend compte de ce qui est vraiment important. Elle se pencha légèrement en avant, ses yeux cherchant les siens. C'est incroyable comme un simple geste de gentillesse peut changer le monde entier d'une personne. Le cœur d'Elias se mit à battre à tout rompre. Il la fixa du regard, l'esprit en ébullition. Elle ne pouvait pas savoir. C'était impossible. Le rapport de Fletcher mentionnait votre femme, dit Harper, sa voix se réduisant à un murmure. Le nom de Fletcher ne lui disait rien, mais les mots qui suivirent lui coupèrent le souffle. Chloé, j'ai été très triste d'apprendre son décès. J'ai cru comprendre qu'elle était malade depuis très longtemps. Elias la fixa, le sang glacé dans ses veines. La patronne sympathique du parc, la directrice informatique attentionnée de la réunion. Tout cela n'était qu'une comédie. Elle ne l'avait pas simplement croisé par hasard. Elle menait une enquête sur lui. Elle connaissait le nom de sa femme. Elle savait tout. La question resta en suspens, acerbe et accusatrice. Comment connaissez-vous le nom de ma femme? Elias n'était plus l'employé timide. Son chagrin était une chose sacrée et privée, et elle l'avait violé. Il était maintenant debout, les mains serrées sur les côtés. Harper se leva également, son sang-froid soigneusement construit s'effondrant. Elle n'essaya pas de mentir ou d'esquiver. Elle lui devait la vérité. « Parce que je vous cherchais, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Depuis que je me suis réveillé après mon opération, je cherchais l'homme qui m'avait sauvé la vie. » Elias la fixa, sa colère s'estompant, remplacée par une compréhension horrifiée qui commençait à poindre. « De quoi parles-tu? » Le donneur anonyme, continua-t-elle, les mots se bousculant dans sa bouche. Le fantôme que mon équipe de sécurité n'a pas réussi à trouver. Celui qui a dit à l'infirmière qu'il faisait ce don parce que personne ne devrait traverser cela seul. Celui qui a laissé un seul indice exaspérant. Elle fit un pas vers lui, les yeux rivés sur les siens. Le gribouillage sur le formulaire de consentement était une Marguerite. Elias, le dessin dans votre caddie était un chant de Marguerite. Votre tatouage, c'était vous, n'est-ce pas? Il abandonna toute résistance. Il s'effondra dans son fauteuil, le déni qu'il s'était préparé à opposer mourant sur ses lèvres. Toute la peur, le secret, l'angoisse constante qu'il avait rongée au cours du mois dernier s'effondrèrent sous le poids de sa certitude. Il ne put que hocher la tête, dans un geste de défaite. « Oui, murmura-t-il. » Cette confession, aussi discrète fut-elle, sembla ébranler les fondations mêmes de la pièce. Harper laissa échapper un soupir qu'elle semblait retenir depuis des semaines, les épaules affaissées. La redoutable PDG disparut, remplacée par une personne à vif et vulnérable. « Pourquoi? » demanda-t-elle, la voix brisée. « Je ne comprends pas. Vous ne me connaissiez pas. Vous auriez pu mourir. Vous avez une fille. » Pourquoi? Elias leva les yeux, et pour la première fois, il ne regardait pas Mademoiselle Kincaid, la milliardaire. Il regardait la femme seule du Suite 7B. « Parce que je sais ce que c'est que d'être assis dans une chambre d'hôpital et de voir le monde s'évanouir, dit-il, la voix chargée du souvenir de Chloé. Et je sais ce que c'est que d'être celle qui reste. Je ne supportais pas l'idée que quelqu'un d'autre puisse être aussi seul. » Cette réponse simple et honnête brisa ses dernières défenses. Des larmes chaudes et inattendues lui montèrent aux yeux et coulèrent sur ses joues. La femme qui ne montrait jamais ses émotions dans la salle du conseil pleurait ouvertement devant son concierge. « Vous m'avez sauvé la vie, sanglota-t-elle. » Ces mots exprimaient le torrent de gratitude qu'elle retenait depuis des semaines. « Un inconnu, vous m'avez donné une partie de vous-même, et je ne connaissais même pas votre nom. Je ne sais pas comment vous remercier, je ne sais pas quoi faire. » Elias, stupéfait par ses larmes, sentit un profond changement dans la pièce. Il n'était plus celui qui était désavantagé. C'était lui qui détenait tout le pouvoir d'un cadeau donné librement. « Vous n'avez rien à faire, dit-il doucement. Vivez, simplement. Cela suffira pour vous remercier. » Pendant ce temps, à un autre étage, Beckett Rowe menait sa propre enquête, bien plus malveillante. Furieux d'avoir été publiquement contredit, il était convaincu que l'intérêt bizarre de Harper pour un concierge était le signe d'une instabilité plus profonde, un talon d'Achille qu'il pouvait exploiter. Il demanda à son assistant de lui fournir le dossier d'Elias Grant. Il parcourut les pages, les yeux plissés, veuf, jeune fille,
et un congé maladie d'une semaine pris juste après le retour très médiatisé de Harper au bureau. Le timing était trop parfait. L'esprit de Beckett, toujours à la recherche de l'angle le plus cynique, commença à imaginer un scénario, une liaison secrète et illicite. Un simple employé faisant taire un PDG vulnérable, récemment malade. Le groupe de discussion, la réunion privée, tout s'imbriquait comme des preuves accablantes. Il ne connaîtrait jamais la vérité sur le règne, mais il n'en avait pas besoin. L'histoire qu'il était en train de construire était bien plus scandaleuse et, pour ses besoins, bien plus efficace. De retour au 50e étage, la tempête émotionnelle était passée. Un silence fragile et incertain s'installa entre Harper et Elias. Le secret était dévoilé, une vérité partagée qui les liait d'une manière qu'aucun d'eux ne comprenait. « Ton travail, commença Harper, la voix encore tremblante. La fondation dont je t'ai parlé. Je peux t'offrir une nouvelle vie, à toi et à Mia. Tout ce que tu veux, Harper, dit Elias, utilisant son prénom sans y penser. Cela lui semblait étrangement naturel. Je ne veux rien. Je voulais juste retrouver mon ancienne vie, être un père, être invisible. Tu ne peux pas l'être, murmura-t-elle. Pas pour moi, plus maintenant. L'air était chargé de possibilités tacites. Alors qu'il se tenait là, naviguant dans les premiers instants de cette nouvelle réalité terrifiante, l'ordinateur de bureau de Harper sonna pour signaler l'arrivée d'un email. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, fronçant les sourcils. Il s'agissait d'une alerte de calendrier marquée comme urgente. Réunion d'urgence du conseil d'administration convoquée par Beckett Rowe. L'objet était une déclaration de guerre, un examen formel du leadership, de la conduite récente et de l'aptitude à exercer ses fonctions de la PDG Harper Kincaid. Son sang se glaça. Elle regarda l'écran, puis Elias, qui avait vu le sang se retirer de son visage. C'était à cause de lui. Elle avait montré un moment d'humanité, de connexion, et maintenant les requins tournaient autour, sentant l'odeur du sang dans l'eau. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il en voyant son expression. Elle tourna l'écran vers lui. Il lut les mots, son propre visage se durcissant. La bataille pour la vie de Harper était terminée, mais celle pour son entreprise et leur avenir à tous les deux était sur le point de commencer. Une fureur froide et intense monta en Harper, éclipsant sa peur. Pendant des années, elle avait mené et remporté des batailles dans cette salle de réunion. Elle avait démantelé des rivaux, négocié des accords impossibles et bâti un empire à la seule force de sa volonté. Elle ne se laisserait pas abattre par un mensonge. Pas maintenant. Pas alors qu'elle venait de se voir offrir une seconde chance dans la vie. Elle regarda Elias. Il était pâle, les yeux écarquillés par le choc d'avoir été entraîné dans ce tourbillon corporatif. C'était un homme bon qui ne souhaitait rien d'autre que d'être laissé tranquille. Et maintenant, sa vie tranquille était sur le point d'être utilisée comme une arme contre elle. « Il va déformer les faits », dit-elle d'une voix grave et menaçante. « Il va dépeindre une histoire d'adultère, de chantage. Il va me traiter d'instable et il va vous utiliser, votre congé maladie, nos conversations, comme preuve. » Elias leva les yeux de l'email vers son visage, une nouvelle détermination durcissant ses traits. La peur était toujours là, mais elle était remplacée par une indignation silencieuse. « Il a tort, dit-il simplement. »« Je sais, répondit Harper. Mais dans cette pièce, la vérité est celle que le conseil d'administration décide qu'elle est, à moins que nous ne leur en donnions une meilleure. » Un plan commença à se former dans son esprit. Un pari risqué qui les sauverait tous les deux ou mènerait à leur destruction mutuelle. « Il pense que tu es ma faiblesse, Elias. Mais il se trompe. Tu es mon atout. » La salle du conseil était le théâtre d'une guerre d'entreprise. La longue table polie reflétait les visages sombres des 12 membres du conseil. Beckett Rowe se tenait à sa tête, tel un maître marionnettiste offrant une performance sans faille. Il présenta son dossier avec une précision effrayante, exposant la chronologie du comportement erratique de Harper depuis son retour de congé maladie. Il évoqua ses réunions annulées, ses errances nocturnes sans but et son obsession malsaine pour un employé subalterne. « Elle a tenu une réunion privée non documentée avec cet homme, Elias Grant, » déclara Beckett, la voix pleine d'insinuation. Peu après, une proposition visant à rationaliser son département a été sommairement rejetée. Ce concierge, qui a opportunément pris un congé médical en même temps que Mlle Harper, semble désormais exercer une influence inappropriée sur notre PDG. Je soutiens que son jugement est compromis.
Son leadership est un handicap que cette entreprise ne peut plus se permettre. Les membres du conseil d'administration ont murmuré entre eux, leurs expressions mêlant choc et inquiétude. Ils ont regardé Harper, attendant qu'elle se défende. Harper se leva lentement, son regard balayant les visages des personnes qui détenaient son destin entre leurs mains. Monsieur Rowe a raison sur un point, commença-t-elle d'une voix calme et claire. Mon jugement a changé, ma perspective a changé. Cette entreprise a été toute ma vie. Mais il y a un mois, j'ai pris conscience que la vie elle-même est si fragile. J'étais en train de mourir. Elle laissa les mots flotter dans l'air. Et il y a également raison de dire que mon changement de perspective est entièrement lié à un homme. Elle regarda vers les portes de la salle de réunion. Un homme que vous devriez tous rencontrer, à mon avis. Au moment où elle prononçait ces mots, les portes s'ouvrirent. Elias Grant entra. Il portait son simple uniforme de travail dans cette salle opulente lambrissée de bois. Il semblait profondément déplacé, mais pourtant parfaitement maître de lui. Une vague de chuchotements stupéfaits parcourut la pièce. Beckett sourit, l'air triomphant. C'était fini, le dernier clou dans son cercueil. Voici Elias Grant, dit Harper, la voix résonnante d'une fierté qui les stupéfia tous. Et M. Rowe a raison. Nous avons un lien qui a profondément influencé mon leadership. Car il y a un mois, alors que ma vie touchait à sa fin et que je n'avais personne, cet homme, un inconnu qui ne me connaissait que par mon nom sur un bâtiment, m'a sauvé la vie. Il m'a donné son rein. Le silence qui suivit fut absolu. Une épaisse et lourde couverture de pur choc. Le sourire narquois de Beckett disparut, son visage se relâchant dans l'incrédulité. Harper fit signe à Elias de parler. Il s'avança, les yeux rivés non pas sur les puissants membres du conseil d'administration, mais sur Harper. « Je ne suis pas un homme d'affaires, » dit-il d'une voix simple et directe. « Je ne m'y connais pas en bénéfice ou en projection, mais je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un. Et je sais que ce qui rend une personne ou une entreprise forte, ce n'est pas seulement l'argent qu'elle gagne. Ce sont les gens. C'est la façon dont vous les traitez. J'ai vu une personne qui était seule et qui avait besoin d'aide. Alors, je l'ai aidé. C'est tout. » Il a regardé Beckett, le regard inébranlable. « Vous considérez la compassion de Mademoiselle Cunningham comme une faiblesse. Je la considère comme une force, et je pense que c'est le genre de personne qui devrait diriger cette entreprise. » Ces paroles, si honnêtes et sans fioriture, étaient plus puissantes que n'importe quelle présentation d'entreprise. Elles ont mis fin au cynisme et ont révélé le complot de Beckett pour ce qu'il était, une prise de pouvoir mesquine et sans âme. La vérité, dans sa simplicité stupéfiante et incroyable, avait effacé le mensonge. Le vote fut unanime. Beckett Rowe fut démis de ses fonctions, avec effet immédiat. Quelques mois plus tard, le soleil d'automne projetait de longues ombres à travers le parc. Le scandale s'était estompé, remplacé par une légende qui se murmurait dans les couloirs de Cade Innovations. L'histoire du PDG et du concierge. Harper, avec le soutien total de son conseil d'administration, avait créé la Chloe Grant Foundation for Employee Wellness, une initiative de plusieurs millions de dollars visant à soutenir le personnel de l'entreprise et leurs familles en cas de crise médicale. Son directeur, Elias Grant, portait désormais un simple blazer au lieu d'un uniforme de concierge, mais son bureau était modeste et il rentrait toujours chez lui tous les jours à 17 heures pour être avec sa fille. Harper le trouva près des balançoires, où il poussait Mia, qui riait et poussait des cris aigus, de plus en plus haut. Le regard hanté avait disparu de ses yeux, remplacé par une profonde et tranquille satisfaction. « Plus haut, papa, plus haut !» criait Mia. « Attention, tu vas finir en orbite !» dit Harper en souriant alors qu'elle s'arrêtait d'à côté d'Elias. Il cessa de pousser et posa doucement sa main sur son épaule, un geste simple et réconfortant qui en disait long. « Elle a un bon moteur, elle tient ça de son père », dit Harper doucement, les yeux dans les siens. La solitude avait disparu. Le silence dans son penthouse n'était plus un tombeau, mais un espace calme, attendant d'être rempli par le rire de Mia. L'homme invisible était désormais la personne la plus visible de sa vie. Ensemble, ils regardèrent la petite fille au T-shirt à Marguerite s'envoler vers le ciel. Deux personnes issues de mondes différents, liées par un seul acte altruiste qui les avait sauvées toutes les deux. Ils avaient trouvé quelque chose de bien plus précieux qu'une entreprise ou une fortune. Ils avaient trouvé une famille.
Merci de m'avoir permis de partager cette histoire avec vous. Je suis toujours curieuse. Une fois le silence revenu, quelle est la pensée ou le sentiment qui vous reste à l'esprit? Il n'y a bien sûr pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je trouve simplement que c'est en partageant ces petits échos que ces histoires prennent vraiment vie. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez explorer ensemble d'autres mondes comme celui-ci, assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé la cloche de notification. Il y a encore tant de voyages à faire. Pour l'instant, merci pour votre temps et votre imagination. Cela compte énormément pour moi. À bientôt dans le prochain chapitre.